c'est vraiment la personne à qui on voulait demander ce matin si, ça y est, on peut dire ouf. Non, pas du tout. Il y a une moindre pression dans l'hôpital. Ça, c'est vrai. La moindre pression, c'est le nombre de patients qui arrivent. La demande de lit en réanimation commence à se réduire beaucoup plus rapidement pour les lits d'hospitalisation en médecine et plus lentement pour les lits en réanimation. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est à quel moment nous allons pouvoir revenir au mode habituel de fonctionnement de l'hôpital. Parce qu'actuellement, nous avons dû augmenter les lits de réanimation en sacrifiant des lits de chirurgie, des blocs opératoires. Donc, il faut qu'on revienne à un mode de fonctionnement normal afin de garantir à tous les Français qui ont besoin de venir à leur hôpital que nous pouvons les prendre en charge. Donc on continue à faire attention. Enrique Casalino, je voudrais juste qu'on fasse quand même un point sur les chiffres, même si on le comprend bien avec vous. Il y a aussi, ça c'est le haut de l'iceberg, mais il y a aussi tous ceux qui n'ont pas pu être soignés. Louis. Mais c'est vrai, tous les indicateurs vont pour l'instant dans le sens d'une amélioration, à commencer par le nombre de cas. Un peu plus de 18 000 en moyenne sur les 7 derniers jours, soit une baisse de 25%. Le taux de positivité des tests s'en ressent, il n'est plus que de 5,7%. Le taux de reproduction du virus, ce fameux R, est largement en dessous de 1 à 0,79, ce qui veut dire que l'épidémie ralentit. Amélioration également à l'hôpital, où le nombre de patients en réanimation est passé sous la barre des 5000, il a baissé de 11% en une semaine. Enfin, vous le savez, le déconfinement du 19 mai s'appliquera dans tous les départements dont l'incidence est en dessous de 400 cas pour 100 000 habitants. Et ce matin, tous les départements de France sont dans cette situation. Donc, est-ce que l'on peut quand même commencer à se dire que c'est vraiment derrière nous? Non. Non. Non, je suis désolé. Ça veut dire quoi? Je comprends pas. On nous dit quand même il faut que le taux d'incidence passe en dessous de la barre des 400. Ça y est, c'est fait. On nous dit il faut qu'il y ait moins de 5000 personnes. C'est pas des scientifiques. En fait, vous n'êtes pas d'accord avec les critères. Il y a deux réalités. La barre est trop haute. Il y a la première, l'hôpital. Lorsqu'on vous dit que nous sommes à 5000 patients, un peu moins, je vous rappelle que nous avons 5000 lits de réanimation en France. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour pouvoir continuer à prendre les autres patients, un accidenté de la route, un AVC, un infarctus, qui ont un problème qui nécessite de l'AREA, il faut ouvrir des lits supplémentaires. Donc nous sommes à 100% de saturation de nos capacités habituelles par la Covid encore aujourd'hui. Et que le reste, il a fallu aller gratter dans d'autres services, ce qui met en danger d'autres patients. Il faut continuer à baisser. Deuxième élément dans l'hôpital, est-ce que vous vous souvenez que l'hôpital était dans une crise profonde juste avant l'épidémie de la Covid? Oui. Il y avait des grèves dans les urgences, des grèves dans les hôpitaux, des panneaux partout. Oui, c'est pas comme si c'était arrivé dans une situation où l'hôpital était au beau fixe. Ça a été un peu gommé par l'épidémie de la Covid et le personnel de santé, qu'on devrait vraiment saluer fortement, a fait tout le travail, tous les sacrifices. Moi, je signe à longueur de journée des heures supplémentaires. Vous voyez la quantité de travail et l'engagement qui a été celui des équipes. Aujourd'hui, si nous avons un retard de date de vacances, de congés à prendre. En fait, vous nous dites qu'ils sont au bout du rouleau. Dans le rythme actuel, les besoins en personnel ne vont pas diminuer aussi rapidement que le nombre de nouveaux cas. Et ça pourrait mettre en danger encore la capacité de réponse de l'hôpital. Vous redoutez que le personnel soignant, dont vous dites qu'au fond, ils ont fait bloc parce qu'il y avait un moment où l'urgence était là, aujourd'hui finissent par craquer? C'est possible. Et c'est pour ça que c'est si important. On sent une tension. Et c'est pour ça que c'est si important qu'au niveau des autorités de tutelle, il y ait une réponse à la hauteur de la situation. Et sur le plan épidémiologique, parce qu'on ne peut pas dire que le ciel est bleu. Non, il y a quand même quelques nuages noirs à l'horizon. Il y a le fait que l'épidémie diminue, mais nous avons une tolérance à la circulation virale. Nous avons encore beaucoup de cas. Et à quel point nous allons descendre? À 10 000, à 15 000, nous allons rester à 20 000? C'est exactement la question. C'est-à-dire, on a quand même l'impression que cette fois-ci, certes, on n'est peut-être pas monté aussi haut que la première vague, mais qu'on a beaucoup plus de mal à redescendre aussi bas qu'on avait réussi à le faire après le premier confinement. Mais bien sûr, parce que là, il y avait eu un changement de paradigme. Dans la première vague, le paradigme était l'éradication virale. Dans la deuxième et la troisième vague, le paradigme, c'est nous allons nous contenter de quelque chose comme un plateau. En réalité, nous n'avons pas eu de deuxième et de troisième vague. Nous avons eu une deuxième vague et une troisième vague sur une marée très haute. Et ce n'est pas exactement le même modèle. Et il y a un danger avec ça. C'est que si le virus circule,
sur ce virus qui circule, les variants circulent. Et ils pourraient prendre le dessus. Souvenez-vous, le variant britannique était à moins de 1% à un moment. Un cas par-ci, un cas par-là. Et aujourd'hui, il est très largement majoritaire. Enrique Casalino, ce qui me frappe quand même, c'est que quand je vous ai dit oui, mais ça y est, on est passé sous la barre des 400 du taux d'incidence, sous la barre des 5000 malades en réanimation, vous me dites oui, mais enfin attendez, c'est pas nous qui avons mis ces critères. Ils étaient trop hauts, ces critères. C'est un choix politique. Du point de vue sanitaire, je veux dire. D'un point de vue sanitaire, moi je peux comprendre qu'on peut avoir une logique sanitaire. Vous savez, la réalité dépend de quel côté on la voit. C'est le même micro, mais vous et moi, on le regarde de deux côtés différents. Et votre côté est aussi vrai que le mien. On est d'accord? Tout à fait. Donc, je peux comprendre qu'il y a des réalités économiques, qu'il y a des réalités sociétales. Je peux le comprendre. Ça n'empêche qu'on ne peut pas dire aujourd'hui aux Français partez en vacances comme si rien n'en était et il n'y a aucun danger. On ne peut pas dire aux Français de partir en vacances comme si de rien n'était, c'est ce que vous dites. Vous dites aussi que le choix, par exemple, de placer la barre à 400 du taux d'incidence, c'est un choix politique. Quand on voit qu'en Allemagne, ils ont décidé que le taux du niveau d'alerte, c'est 100, ils vous paraissent plus justes ou plus raccord avec le côté sanitaire? Il me semble beaucoup plus en accord avec le côté sanitaire et avec la réalité de notre système de santé. Si on garde aujourd'hui à 400, le nombre d'entrants va rester beaucoup plus faible, mais il va rester, et le système hospitalier va rester sous très forte pression. Il y a quand même une chose qui change la donne, c'est la vaccination. Mais il faut atteindre avec la vaccination 90% de la population pour réussir à dire la vaccination va nous protéger. Ça. Non, c'est parce qu'il faut les deux. C'est ce qu'a dit regardez ce qui est arrivé en Angleterre, ce qui est arrivé dans d'autres pays qui ont beaucoup vacciné. Israël, ils ont vacciné beaucoup, c'est vrai, mais ils ont en même temps confiné. Et c'est ça qui a permis de réduire la circulation virale et de pouvoir dire maintenant on allège. En fait, le fait d'être vacciné n'empêche pas la circulation virale. Non, à moins qu'on ait atteint 90%. Aujourd'hui, nous sommes loin encore de 90% en France. Le contre-exemple est le Chili. Le Chili avait vacciné 30-35% de sa population et ils ont dit alléluia, on ouvre les barrières. Il n'y a plus tellement de contrôle, c'est bon. L'épidémie a reflambé. Il a fallu reconfiner fortement parce que l'épidémie reflambait. Et aujourd'hui, le Chili est dans la liste des pays qu'on ne laisse pas rentrer les personnes en France et qu'il faut faire un confinement strict. La vaccination, nous sommes très déterministes en France. On a toujours tendance à penser que pour un problème, c'est un seul remède. Non, il faut une batterie de remèdes. Voilà. Enrique Casalino, un mot sur quand même la réflexion que vous venez d'exprimer quand vous dites on ne peut pas laisser partir les Français en vacances comme si de rien n'était. Est-ce que ça veut dire que vous redoutez éventuellement un risque de nouvelle vague cet été? Je pense qu'il y a un risque, sinon de nouvelles vagues, en tout cas d'une augmentation ou une permanence de la circulation virale. Et le danger, le gros nuage noir que nous avons à l'horizon, on ne peut pas le négliger, c'est est-ce que les nouveaux variants qui circulent bien dans des climats chauds pourraient prendre la majorité des cas, comme nous l'avons vu avec le britannique, et que ce nouveau variant pourrait reprendre le dessus. Il est essentiel que les Français comprennent que nous devons continuer. Même si on vous dit ne portez pas le masque, il faut continuer à respecter les règles, à être prudent, à avoir une attitude de prévention, à faire toujours très attention. Hier, je suis allé voir mon beau-frère, il y avait ses beaux-parents avec nous. Nous avons gardé le masque initialement. On l'a enlevé juste le temps de boire la coupe de champagne parce que ça faisait des semaines qu'on ne se voyait pas. On était 6 autour de la table. Et il faut être raisonnable. Et pourtant, nous sommes tous vaccinés. En fait, le fait d'être vacciné n'empêche pas de continuer à être Ça réduit le risque. Mais si je fais la métaphore, c'est comme vous dire j'ai l'airbag, je peux rouler à 180 sur l'autoroute. Ce n'est pas vrai. Bien sûr que vous avez des sécurités supplémentaires. Mais nous devons tous, chacun d'entre nous, continuer à être respectueux pour ma sécurité et pour la sécurité des gens que j'aime et qui sont autour de moi. Merci beaucoup, professeur Enrique Casalino, de nous alerter aussi, même si on peut commencer raisonnablement à être un peu plus optimiste. Enrique Casalino, infectiologue à l'hôpital Bichat, directeur médical à la PHP, 7h50.